Ça fait donc bien longtemps qu'on s'est pas vu. Je suis tellement content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'hydraulique. Hey, ça serait pas le... En tout cas, le système hydraulique sur le Dash 8, c'est ce qu'il y a de plus. Ouais, on dirait bien, man. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Approche-toi. Vas-y, approche-toi. Ouais, approche-toi. Vous avez sûrement remarqué qu'à gauche, il y a une couleur qui est différente de la droite. C'est normal parce que le système hydraulique, on va le séparer en deux. À gauche, on va utiliser l'acronyme FARPIN, puis à droite, ça va être le système numéro 2, le loser. T'es le loser, man! T'es à droite! Oh, je suis le FARPIN! Ça va être long. Je suis le FARPIN! On s'est débarrassé d'un intrus, mettons, puis on est prêt à commencer à parler du système hydraulique. Le système hydraulique est extrêmement facile et bien conçu sur le Dash 8. Donc, tout le long de la vidéo, à chaque fois qu'on va parler du système numéro 1, eh bien, ça sera le vert. Et puis, pour ce qui est du système numéro 2, le bleu. D'un côté, on a le FARPIN et de l'autre, le loser en bleu. Pas plus compliqué. Donc, le Dash 8 possède 3 systèmes hydrauliques. On a 2 systèmes principaux et un autre système de train d'atterrissage, le Alternate Landing Gear Extension. Le système hydraulique d'extension d'un train d'atterrissage alternatif est utilisé comme backup pour sortir les roues. En gros, notre système est vraiment pas compliqué. Je donne souvent l'exemple du corps humain. Donc, dans votre corps, vous avez du sang, dans notre avion, du liquide hydraulique. Vous avez également un cœur. C'est la seule pompe de votre corps. Le Dash 8 est bien mieux fait. On a 2 cœurs, un cœur mécanique et un cœur électrique. Puis en plus de ça, on a un Peacemaker, le PTU. Puis ça, on va y revenir, c'est vraiment bien fait. Donc, lorsque vous volez votre avion puis vous avez plein de lumière Caution Light allumée, regardez à quel endroit elle se situe. Moi, je sépare le panneau de Caution Light en 3 grandes sections. Quand vous regardez le panneau de Caution Light puis vous voyez plus de Caution Light allumé à gauche, on va parler un peu plus d'électricité. Au centre, c'est plus de la mécanique. Et à droite, c'est là que l'hydraulique pourrait nous toucher. Si vous avez des lumières électriques allumées à gauche, plein de lumières partout allumées en même temps, ben cherchez les lumières écrites boss dessus parce que les boss, c'est eux autres qui vont gérer tout le reste. Donc, lorsque vous avez des lumières à droite, premier réflexe, choc électrique, mais attention à votre cœur, allez voir la quantité d'hydraulique. On va voir le gauge de quantité. On va faire un tour du cockpit après, là, soyez patients. Si vous avez du liquide hydraulique, ouf! Vous avez du sang, donc ça se peut que ça soit un des 2 cœurs qui soit arrêté, donc pas de panique, pas de panique. Salut! Ça arrive des fois que votre cœur mécanique fonctionne, puis le cœur électrique, vous l'avez juste arrêté, donc en remettant votre cœur électrique, il va suffire à la demande parce que vous avez perdu votre cœur mécanique. Et voici les mots utilisés de notre système que nous aurons besoin, ainsi que leur signification. OK, c'est beau tout ça, mais avant d'aller trop loin, je vais commencer par faire une petite visite du cockpit avec vous. C'est parti! Bon, alors nous voici dans le fameux cockpit de Dash 8 qu'on adore d'ailleurs. Oui, on l'adore ce cockpit-là. Regardez comment il est grand. Vous allez l'adorer. Côté hydraulique, je fais ça bien simple parce que c'est bien simple comme à l'habitude. L'endroit que vous allez retrouver les switches, ben c'est certain qu'on a parlé des Pull Fuel Handle qui sont juste en haut, où on va en parler dans la vidéo. Ces Pull Fuel Handle là, ben si on a besoin de tirer dessus, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Je vous en fais bien! Ben c'est là que ça va se trouver. Mais côté hydraulique, l'endroit du cockpit, vous l'avez deviné, c'est à cet petit endroit-là ici qu'on va retrouver les indications main, ici standby, et la quantité d'hydraulique. On a également la pression. Quand on dit dans des checklists, c'est peut-être comme ça dans vos compagnies, 7-Up, ben on a 7-1.
2, 3, 4, 5, 6 et 7 aiguilles. Donc 7-up, ça veut dire que les 7 seraient up. Là, j'ai fermé les inverteurs, donc on n'a pas de courant alternatif de Nikola Tesla. Alors, vous voyez les deux lumières rouges ici, les deux balles rouges qu'on appelle, ben, sont allumées pour dire « Hey, ce que vous voyez, c'est pas fiable. » Par contre, si j'allume les inverteurs, ben, vous allez vous rendre compte que ça fait plus de bruit, puis on n'a plus les balles rouges pour dire que oui, le courant est bel et bien là. Et ça fait un peu moins partie de l'hydraulique, mais un peu plus du train d'atterrissage qu'on va voir dans les prochaines semaines. Mais on a le petit panneau ici qu'on peut ouvrir. Cette petite corde-là qu'on peut tirer. Ici pour les limiter. Et le fameux panneau ici qu'on ouvre pour tirer et sortir la roue de main. Ainsi que la vérification de mon train d'atterrissage. Il n'y a pas de la refermer la porte. J'espère que vous avez aimé cette petite visite dans le cockpit parce que c'est pas plus compliqué que ça. La puissance hydraulique est fournie par deux systèmes indépendants désignés numéro 1 à gauche et numéro 2 à droite. Les systèmes hydrauliques numéro 1 et numéro 2 sont normalement pressurisés par la pompe mécanique ou la EDP, Engine Driving Pump. Les pompes hydrauliques Standby ou SPU assurent la puissance de sauvegarde des systèmes numéro 1 et numéro 2. Il y a une unité de transfert d'énergie qu'on appelle le PTU qu'on va regarder c'est quoi plus tard dans la vidéo, ainsi qu'une pompe manuelle qu'on va utiliser en cas d'urgence. Bon, on commence avec la section générale de notre système hydraulique. On va faire une petite tournée. Donc, le système hydraulique numéro 1 et numéro 2 fournissent du fluide hydraulique du réservoir sous pression à travers le firewall shut-off valve jusqu'à la pompe mécanique, la EDP, Engine Driving Pump. Bon, à chaque fois qu'on va parler de pompe mécanique, c'est EDP, Engine Driving Pump. C'est la petite pompe qui est sur le moteur, là, juste en arrière de l'hélice, là. Juste là, cette pompe-là. À chaque fois que le moteur tourne, elle tourne. Le fluide sous pression est ensuite disponible pour les sous-systèmes à une pression de 3000 PSI avant de retourner dans le réservoir. Si une Engine Driving Pump fail, la caution light de la pompe en question allumera, hydraulique 1 ou hydraulique 2, tout dépendamment du côté. Elle s'allume lorsque la pression est sous 2000 livres. Bon, l'hydraulique va être acheminée pour pouvoir faire fonctionner des systèmes. Quand on parle du côté numéro 1, on parle du far pin. Donc, le système va alimenter en pression les flaps, anti-skid et normal brakes, inboard roll spooler, rudder, la partie du bas, le lower, et le PTU, le Power Transfer Unit. Et les items du système numéro 2, le loser. Landing gear, bien sûr, outboard roll spoolers, nose wheel steering, emergency parking brake, puis rudder, upper PCU, ça c'est la partie en haut du rudder. Donc, on a en bas pour le système numéro 1 et en haut pour le système numéro 2, les parties en bas et en haut du rudder. Et n'oubliez pas que quand vous perdez un système d'un côté ou de l'autre, oui, c'est une urgence, mais moi je l'ai eu sur la ligne, j'ai perdu les deux systèmes. Le pire des deux, le far pin. Ouais, parce que le far pin va t'obliger, on va en parler plus loin, à atterrir à des vitesses beaucoup plus grandes. T'as pas de flap, puis en plus de ça, vu qu'il te manque des systèmes, vous allez avoir besoin de beaucoup plus de pistes, beaucoup plus de vitesse. De l'autre côté, le loser, on peut bien appeler ça le loser, mais sortir des roues avec des poignées, pas vraiment compliqué, là. Puis taxier pas de steering, ben si vous êtes à gauche, vous ferez taxier le copilote, ça revient au même, ça va le pratiquer. Puis sinon, mettez les petites pins après l'arrêt des moteurs pour être certain que la maintenance, ben s'il joue avec des poignées, on se fera pas avoir, mais rien de compliqué. Maintenant, parlons des réservoirs hydrauliques. Il y en a 2, 3, 4, 5. Il y en a combien de réservoirs hydrauliques? Il y en a 3 en réalité. Il y a 2 réservoirs principaux et un en urgence. Le réservoir du système hydraulique numéro 1 a une capacité de 2,68 US quarts ou 2,53 litres. Il est installé dans la nacelle numéro 1. Le réservoir numéro 2, lui, a une capacité de 5,19 US quarts, 4,90 litres, puis il est installé dans la nacelle numéro 2. Ouais, je pense qu'il va falloir se faire de-icer, là. Bon, c'est important de connaître les quantités, non, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un réservoir qui est presque le double de quantité de l'autre. Lequel des deux? Ben oui, le réservoir numéro 2 a besoin d'une plus grande quantité d'hydraulique, c'est sûr. Il faut sortir le train d'atterrissage, c'est beaucoup plus exigeant. Donc, le réservoir numéro 2 est plus gros que le réservoir numéro 1. Quand vous allez aller dans le wheel well, vous allez le remarquer.
il est plus gros. C'est pas la petite canne en dessous, là, c'est le gros réservoir en haut. La petite canne, c'est juste un overflow si jamais le réservoir déborde. Donc, les réservoirs utilisent la pression de sortie du système pour la mise sous pression et la pression d'aspiration de la pompe mécanique, là, la EDP, on en a parlé beaucoup. Si la température du fluide hydraulique dans un réservoir est au-dessus des limites de température, on parle de 109 degrés Celsius, la lumière numéro 1 ou numéro 2 Hydraulic Fluid Hot va s'allumer. Il y a des indicateurs individuels de pression hydraulique puis de quantité qui sont fournis pour surveiller chaque système. Chaque jauge de quantité est slave à un Mechanical Master dans chaque puits de roue principal. Donc, les petits gauges, le 7-up qu'on fait dans nos checklists, tout est vis-à-vis le genou gauche du premier officier. On a fait la visite du cockpit tantôt. Assez simple! N'oubliez pas le choc électrique, hein? C'est lui qui est le plus important. La quantité! Donc, du côté du fluide transfert, la procédure de transfert de fluide hydraulique ne doit être effectuée qu'au sol, bien important. Avant de transférer le fluide hydraulique, assurez-vous que les cales de roue sont utilisées, que les deux moteurs tournent et que les hélices sont en feeder. Dans le passé, nous gaspillons de grandes quantités de fluide hydraulique en raison d'un transfert de fluide par inadvertance. Fait que si jamais vous avez vraiment un fluid imbalance puis que vous faites juste en rajouter, ben ça va finir par sortir. Le système numéro 2 se remplira trop si la pression sur la pédale n'est pas appliquée avant que le frein de stationnement d'urgence ne soit desserré. Veuillez vous assurer que cette pression sur la pédale est appliquée à chaque fois avant de relâcher le frein de stationnement d'urgence, le parking brake. En cas d'utilisation d'une technique incorrecte, reportez-vous à la procédure de transfert de fluide hydraulique pour corriger ce problème et la procédure de transfert de liquide hydraulique. N'oubliez pas une chose, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur vos freins avant d'enlever ou de mettre le parking brake lorsque les moteurs ne tournent pas. J'en vois faire ça, vous n'êtes pas obligé. C'est seulement quand les moteurs tournent. Maintenant, parlons des Firewall Shut-Off Valves. C'est quoi ça, ces valves-là? Cette valve est fermée lorsque vous tirez sur la poignée rouge dans le cockpit. Cela arrêtera totalement l'alimentation du liquide hydraulique du réservoir à la pompe mécanique. Le fluide hydraulique restera toujours disponible pour les sous-systèmes via la Standby Pump ou SPU. Bon, justement, on est rendu dans la section Standby Pump ou SPU. C'est quoi ces deux petites pompes-là qui sont backup? On parlait de deux cœurs, on a parlé de la pompe mécanique qui est sur le moteur. Là, on va parler de la pompe électrique qui, elle, a besoin de s'alimenter ou va s'alimenter par elle-même. On en parle. Les pompes hydrauliques Standby sont utilisées pour compléter les pompes entraînées par moteur lors du décollage et de l'atterrissage ou si une pompe à entraînement moteur fail. La pression nominale pour le système hydraulique Standby est de 2900 PSI. Les pompes fonctionnent électriquement et reçoivent une alimentation à partir des bosses AC de 115 volts variables. Les pompes fournissent la pression hydraulique aux commandes de vol si la pompe mécanique EDP n'est pas disponible. Les Standby Power Unit ou SPU sont identiques et utilisés de manière interchangeable. Bon, comment ça fonctionne? On va aller faire une visite encore dans le cockpit. Puis juste pour vous dire, ces pompes-là sont dans le wheel well aussi. Quand vous faites votre walk-around, vous en avez une à gauche puis une à droite. Puis là, on va en parler un peu plus loin. On a deux modifications possibles. Il y a eu un accident avec l'avion d'Horizon. Là, ça fait quand même longtemps de ça. Suite à ça, ils n'ont pas eu le choix de faire des modifications. Vous les connaissez peut-être déjà. Il y a deux sortes de modifications. On les a dans le bas des pages du QRH. On peut avoir 1983 ou 2781. C'est quoi la différence? On va en parler un peu plus loin, mais en gros, les SPU numéro 2 sont pas aux mêmes endroits. Quand on parle de l'isovalve 2781, quand vous allez faire votre walk-around, la SPU va être dans la wheel well de droite, la nacelle de droite. Par contre, quand vous allez faire le walk-around pour 1983, c'est différent. La SPU va être dans la queue en arrière. Vous pouvez la voir si vous ouvrez le petit panneau et vous levez sur le bout de vos pieds. Regardez vers l'arrière, elle est cachée en arrière. On l'a mis là, la SPU numéro 2, justement, pour le système. Je vous en parle plus loin. Mais du côté de la SPU numéro 1, peu importe la modification, elle va toujours être dans la nacelle de gauche. Quand vous faites votre walk-around, vous rentrez votre tête dans le train d'atterrissage de gauche, puis elle va être là, la petite pompe. Roule de même, pas de stress. Et pareil, elle fait la même job.
Lorsque les switches Standby Hydraulic Pressure sont allumés, les pompes hydrauliques Standby fonctionnent. La pression du système hydraulique Standby augmente à 2900 PSI. Du côté du système numéro 1, ben la Standby pompe, là, elle va fonctionner, c'est sûr que si tu mets la switch à on, mais elle va fonctionner aussi si tu as fermé ta switch puis tu as des volets. Fait que si tes volets sont à 0, puis ta pompe est fermée, ben là, ils marcheront jamais. Mais si tes volets sont sélectionnés en bas de 0, donc 5, 10 et plus, même si ta sélection est pas à on, oubliez ça, ça va fonctionner automatiquement. C'est un système incroyable, ça va vous backer aussi également. Donc, la pompe numéro 1, aussitôt que tu as des flaps, elle fonctionne, ou si tu mets ta switch à on. Mais si ils sont fermés puis on est sur une approche, on oublie de faire notre descent check, il n'y a pas de stress parce qu'aussitôt qu'on a des flaps, regardez, les standby pompes vont fonctionner. J'ai mis les flaps à 5, puis les standby pompes vont allumer sans même que j'aie eu besoin de mettre les switches à on. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a des flaps, on a de la pression standby. Mais si je remonte les flaps et que mes switches sont à off, regardez, la pression tombe. Fait que si tu as des flaps mais ta switch est à off, ils vont fonctionner quand même. Bon, du côté du système numéro 2, là, le bleu, c'est un petit peu différent. Même chose, si vous mettez votre switch à on, ben, la SPU numéro 2, elle va fonctionner, ça c'est certain. Si vous n'avez pas votre switch, mais vous avez des volets, elle aussi, aucun problème, elle va fonctionner. Mais une autre petite chose à penser, c'est que si vous avez une fuite dans le système numéro 2, contrairement au numéro 1, mais dans le système numéro 2, la pompe, elle va ouvrir automatiquement. Quelle bonne nouvelle! Si un moteur ou une pompe mécanique fail, ben, la pompe hydraulique standby correspondante va permettre d'avoir de la pression dans le système hydraulique. La pompe standby numéro 2 fournit également une pression hydraulique pour un système d'alimentation de gouvernail alternatif ou de rôdeur alternatif qu'on appelle le ARPS. Ça, c'est la modification du 983 qu'on avait parlé. Après le décollage avec le sélecteur à 0 puis les deux commutateurs sur norme, les pompes standby arrêtent de fonctionner. Bon, si jamais vous avez un problème avec votre système numéro 1, quand j'ai un problème avec le système numéro 1, on va parler juste de la pompe. OK, vous avez une panne moteur numéro 1, ça inclut la pompe mécanique, ou juste la pompe mécanique qui est brisée et fail, puis vous fonctionnez sur la standby pompe. C'est certain que si vous demandez de la pression hydraulique pour descendre les volets, ben à partir d'instant, faites-vous-en pas. Vous n'avez pas un nouveau snag quand vous allez mettre vos flaps vers le bas. Il y a de lumière qui peut allumer pour te dire flap power, là, on a un problème avec la pression des flaps. Mais faites-vous-en pas, c'est juste parce que la standby pompe est pas extrêmement puissante, hein. Justement, regardez la différence entre la pression de sortie de la engine driving pump puis la standby pump. Regardez ça. Wow! Toute une différence, hein? Donc, on parle de deux cœurs, un mécanique puis un électrique, mais en réalité, on va faire la job, la standby pump, la pompe électrique, mais c'est jamais aussi bien que la pompe mécanique. Oubliez-le pas, celle-là. Bon, si la standby pump surchauffe, ça m'est arrivé en vol, là, standby pump, cette lumière-là, elle allume. Ben, faites-vous-en pas, vous allez suivre le QRH, mais ça veut juste dire que la pompe, justement, la température, elle a monté en flèche. Suivez vos procédures. Ça se peut que ça soit... L'atterrissage est sorti. Mais non, pas les Non, roues. non, non, les flaps. Ben oui, les flaps. Ça se peut que ça soit les flaps. Parce que si les flaps sont sortis, n'oubliez pas que ça active la standby pompe, la pompe électrique, là. Donc, ça se peut que ça soit ça le problème. Donc, assurez-vous que vos flaps sont vraiment à zéro, puis votre pompe est fermée. C'est pas plus compliqué. Au pire, il y a un breaker à tirer. C'est votre QRH. Bon, vous le savez déjà, les pompes mécaniques vont fournir de la pression hydraulique à leur système respectif. Ça, c'est simple. Si vous parlez du système numéro 1 en vert, ben lui, il va fournir la pompe Engine Driving Pump, la pompe mécanique. Sur le moteur de ce côté-là, le numéro 1 va fournir de la pression au système numéro 1. Même chose avec l'Engine Driving Pump du système numéro 2. Ben, sur le moteur numéro 2, donc, elle va fournir de la pression hydraulique au système numéro... Système numéro 3. 3? Numéro 2. Bon, beaucoup mieux. Mais quand on parle des stand-by pompes, ils ont été intelligents, eux autres, se sont dit, ben c'est sûr que si on a notre avion et on met la pompe mécanique du côté du même moteur, puis qu'on met la pompe stand-by, la pompe électrique du côté du même moteur, puis vous perdez le moteur, ben vous allez perdre le système en question. Fait que se sont dit, on va mettre ça super simple. On va garder quand même le cœur mécanique du bon côté.
Mais le cœur électrique, lui, on va s'assurer qu'il soit alimenté en courant alternatif du côté opposé. C'est logique. Si tu utilises l'électricité du moteur, exemple, dans notre cas, le moteur numéro 1 pour alimenter la pompe SPU numéro 1, ben si tu perds ton moteur numéro 1, tu vas perdre ta pompe mécanique, puis tu vas perdre ta pompe électrique, donc tu vas perdre le système numéro 1. Si par contre la pompe mécanique du moteur numéro 2 ne fonctionne pas, ou le moteur numéro 2, ben tu veux pas non plus que ta pompe électrique ne fonctionne pas. Donc la pompe électrique du système numéro 2 va être alimentée en électricité par le système numéro 1. Pas plus compliqué. Non, 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 non. Danger, c'est le surnom qu'on m'a donné. Si vous voulez, Austin Danger Power. Mais là, il y a la modification 1983 qui arrive. Elle est super bien faite. La SPU numéro 2 sera pas dans la nacelle de ce côté-là, de droite, pour le système numéro 2, mais elle va être ici, dans la queue en arrière à cet endroit-là. Puis après ça, vous allez vous faufiler en là. Vous mettez votre lumière, vous regardez vers l'arrière. Wouh! Ouvre ta lumière! Yeah! Beaucoup mieux! Bravo, bravo! Puis là, vous regardez, là. Juste ici. Puis qu'est-ce qu'on voit? Number 2, SPU! SPU numéro 2, qui est dans la queue. Le numéro 2 qui est dans la queue. Donc, le SPU numéro 2 va prendre son courant sur le moteur numéro 1. Regardez ça, l'électricité. Excellent, jusqu'à date, tout va bien. Mais là, si jamais vous avez un problème avec le moteur du côté opposé, exemple, ce moteur-là ici, ce moteur-là ici, arrête. Ben, elle ne pourra plus fournir du courant au SPU numéro 2. Ben, il est vraiment bien fait, celle-là. Il y a comme un relais qui va changer de côté, puis il va aller chercher son courant du même côté. Mais en faisant ça, là, il faut que quelqu'un vous le dise. Ben, c'est là que la lumière Number 2 SPU Aux Power va s'allumer pour vous dire « Hey! Le courant pour alimenter ma pompe SPU numéro 2, là, ben, il vient plus du côté opposé, mais il vient du même côté. » Ou la lumière peut être allumée aussi si votre courant vient juste pas du tout. Exemple, quand vous êtes à barrière avec les moteurs fédérés, la lumière est allumée, c'est normal. C'est juste pour vous dire que l'intégrité du courant n'est pas suffisante. Ça ne fonctionne pas. C'est simple, hein? OK, vas-y, ah ouais. Électricité, tout va bien. Courant alimente l'SPU numéro 2. OK, là, je vais décider que le moteur numéro 1 arrête. Pas assez de courant, on change de côté. Parfait, on allume la lumière. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Puis garde, là, on va fermer les deux moteurs. Les deux moteurs sont arrêtés. Il n'y a plus rien. La lumière allume quand même. Pas juste arrêter, ça peut être fédéré aussi. Vous comprenez? 1983. Modification, SPU dans la queue. Hey, je l'ai dit pas mal à date, hein? J'ai déjà eu la Number 2 SPU Aux Power qui est allumée, puis le problème, c'est un breaker qui avait sauté dans ce panneau-là de wheel well de gauche. C'est normal, l'intégrité du courant à gauche, qui partait du moteur de gauche pour aller alimenter le SPU numéro 2. Ben, il pouvait plus se faire. Tu sais, le choc électrique, là. Wouk! Et du côté de la modification 2781, ben, elle a un SPU de chaque côté, assez simple. Donc, on a un SPU dans la nacelle de droite et dans la nacelle de gauche. Donc, le SPU numéro 2 va être alimenté par le moteur numéro 1 en électricité. Et le SPU numéro 1 va être alimenté par le moteur numéro 2 en électricité. Pas plus compliqué, les SPU vont être dans les nacelles, les deux. 2781. Électricité, s'il vous plaît? Yeah! J'aime l'électricité. Faudrait que je vous en parle. Fait que je termine en vous disant que quand cette lumière-là est allumée, il n'y a pas de stress, paniquez pas, criez pas, puis c'est pas un problème hydraulique, là. C'est un problème d'électricité. Dans le Courage, quand vous le lisez, ils disent, stressez pas avec ça, continuez, puis quand vous arriverez au sol, parlez-en en maintenance, parce que c'est certain que si vous perdez votre moteur, puis que la pompe stand-by électrique est alimentée par le même côté, ben, vous n'aurez pas de chance, vous allez perdre plusieurs. Et nous sommes rendus au PTU, Power Transfer Unit. Wow! Le pacemaker que je vous parlais tantôt, vraiment bien fait. L'objectif principal du PTU est d'aider à monter les roues lors d'une panne du moteur numéro 2 au décollage. Le PTU utilise la pression du système numéro 1 pour alimenter un moteur hydraulique. Le moteur exploite ensuite une pompe hydraulique pour donner de la pression au système numéro 2. Le fluide hydraulique n'est ni partagé ni transféré entre les systèmes hydrauliques numéro 1 et numéro 2 au cours de l'opération PTU. Le fluide hydraulique doit être disponible dans le système numéro 1 et numéro 2 pour l'opération PTU.
Le PTU peut être sélectionné manuellement ou automatiquement. Pour le faire fonctionner manuellement, pour faire un test, levez le petit couvercle de plastique et appuyez sur le bouton Manuel PTU Cell ou Select. Switch Light. La lumière verte de l'interrupteur s'allume lorsque le PTU fonctionne et fournit une pression au système hydraulique numéro 2. Le PTU fonctionne automatiquement lorsque le moteur numéro 2 ferme, sélection du train d'atterrissage est sélectionnée sur Up, puis que la pression d'huile du moteur numéro 2 diminue en dessous de 40 PSI. Le fonctionnement automatique du PTU s'arrête lorsque le train d'atterrissage est entièrement rétracté et les portes hydrauliques se referment. La sélection manuelle du PTU est nécessaire pour abaisser le train d'atterrissage lorsque le moteur numéro 2 est fermé ou le Number 2 Engine Driving Pump fait la pompe mécanique. Là. Il est toutefois important que le fluide hydraulique soit disponible dans le système hydraulique numéro 2. Ne sélectionnez pas manuellement le manuel PTU Cell Switch Light s'il existe une perte totale de liquide hydraulique dans le système numéro 1 ou 2. Pensez-y, il n'y a plus de liquide, ni d'un bord ni de l'autre. Et là, je viens de vous en parler. Fait qu'oubliez pas, les grosses lignes du PTU, il va fonctionner automatiquement aussitôt que la pression d'huile va descendre à 40 PSI au décollage. Le train d'atterrissage est monté. Perte de moteur, la pression d'huile descend en bas de 40. Pour la certification, il va donner un coup de main pour monter le train d'atterrissage. Ça a été fait pour ça. Est-ce que ça va monter quand même sans le PTU? Ouais, il n'y aurait pas de trouble. Est-ce que c'est l'idéal? Non, ce serait plus long. Également, le PTU est à peu près à ranger 5 au plafond, là, à jonction de l'aile dans ce coin-là. Donc, ça se peut que des passagers, des fois, l'entendent au décollage. Ça veut juste dire que, oups, la switch n'a pas bien fait sa job, c'est qu'il part automatiquement tout le temps. C'est pas normal, ça. On l'entend quand on lève le petit couvercle, qu'on pèse sur le bouton, on fait le test le matin, on l'entend, on voit la lumière, mais sinon, on n'est pas supposé de l'entendre. Surtout pas les passagers. Puis si jamais, il y a des gouttes d'hydraulique qui leur tombent sur la tête, ça non plus, c'est pas normal. Fait que le PTU, c'est un beau petit système qui a été inventé pour donner un coup de main pour certifier l'appareil. Puis oubliez pas encore que c'est bien beau tout ça, mais les systèmes se parlent pas, hein. C'est juste un shaft qui passe d'un bord puis de l'autre. D'un côté, t'as un petit moteur qu'un shaft s'en va de ce côté-là pour la pompe. Puis la pompe, elle va pomper quoi? Elle va pomper du liquide. Fait que ça me prend du liquide de ce côté-là pour pouvoir créer une pression. Puis ça me prend du liquide de ce côté-là pour faire marcher le petit moteur. Fait que finalement, ça me prend de l'hydraulique. Mais c'est complètement séparé, mes amis. PTU séparé, avec un shaft. En gros, ça ressemble à ça. Bon, maintenant, on va parler de l'Alternate Landing Gear System. Sortir les roues lors d'une urgence. Comment on fait pour sortir les roues? Lui, il en a pas, là. Mais comment on fait pour sortir les roues lors d'une urgence? D'après moi, là, c'est encore plus simple que respirer. Le système d'extension d'atterrissage d'urgence est utilisé pour sortir le train d'atterrissage lorsque la puissance hydraulique n'est pas disponible dans le système hydraulique numéro 2. Loser L Landing Gear. Un système de pompe à main d'urgence est utilisé pour sortir et verrouiller le train d'atterrissage principal lorsque la puissance hydraulique n'est pas disponible à partir du système hydraulique numéro 2. Le système de pompe à main est accessible à travers l'Alternate Extension Door situé sur le plancher du compartiment de vol sur le côté gauche du siège du copilote. Le système de pompe à main fonctionne indépendamment du système hydraulique principal. Un levier de pompe à main rangé derrière le siège du copilote sur la cloison arrière exploite la pompe à main. C'est logique. L'ouverture de la porte Landing Gear Alternate Extension complètement ferme une sélecteur valve et donne accès à la prise de la pompe à main. Le levier de la pompe à main doit être inséré dans la prise pour pomper de l'avant à l'arrière manuellement. Cette action attire le fluide hydraulique du réservoir et met sous pression les actionneurs auxiliaires pour verrouiller le train d'atterrissage. Le réservoir du système d'extension d'atterrissage alternatif il est situé dans le compartiment né de l'aéronef. En avant à droite, le réservoir fournit le fluide hydraulique pour le Alternate Landing Gear Extension System. Quand vous faites votre walk-around, on peut pas regarder le niveau, mais vous pouvez ouvrir le petit panneau puis vous allez voir. Oh, c'est ça le petit réservoir. Bon, commençons avec le système 1983, le système le plus récent des deux. Des modifications importantes au système hydraulique d'origine ont été apportées à tous les aéronefs, soit 1983 ou 2781 suite à l'accident d'Horizon que je parlais tantôt. Puis ça, c'est important d'en parler parce que les modes 1983 fournit un contrôle de gouvernail si les deux systèmes perdent du fluide hydraulique pression.
La modification 2781, elle, protège le gouvernail, le rudder, si les deux systèmes perdent des fluides hydrauliques en raison de fuite de ligne. La quantité. Donc, en partant, 1983, c'est de la pression. 2781, c'est de la quantité. Pour moi, le système 2781, c'est comme une flush de toilette. Vous voyez, il y a comme un genre de flotteur. Ce flotteur-là, quand il n'y a plus de quantité, pouf, ça va actionner une valve qui va fermer. Ça, c'est vraiment le système 2781. 1983, c'est de la pression. 2781, c'est de la quantité. Commençons par le système d'alimentation alternative 1983. Ce système offre une alimentation hydraulique au rudder numéro 2 si le fluide hydraulique numéro 1 et numéro 2 est perdu, à condition qu'au moins un boss AC variable fonctionne toujours. Dans ce système, il y a deux low pressure switches qui surveillent la pression. On en parlait du système hydraulique numéro 2. Les deux switches ont le pouvoir de faire alimenter en électricité le SPU numéro 2 afin de donner de la pression hydraulique au système numéro 2 et au rudder. Le système comprend également un rudder shut-off valve. La pression de retour du système hydraulique numéro 2 maintient la rudder shut-off valve ouverte. Le SPU numéro 2 ne peut pas ouvrir cette valve pendant le vol si la pompe du moteur numéro 2, Engine Driving Pump, la pompe mécanique, ou bien le moteur numéro 2 fail, le SPU numéro 2 est activé automatiquement puis il va fournir la pression au système hydraulique numéro 2. Toutefois, lors de l'extension du train d'atterrissage, il faut faire attention car la demande sur le système numéro 2 est élevée et la pression du système peut diminuer suffisamment pour que la rudder shut-off valve se ferme. Aïe aïe aïe, attention, la rudder shut-off valve, on veut pas qu'elle ferme là. Pour éviter cela, le PTU doit être sélectionné manuellement avant l'extension du train d'atterrissage pour aider le SPU numéro 2 à garder la bonne pression dans le système. Par la suite, il est important de conserver le PTU allumé pour ne pas refermer la valve lorsque la demande en pression grandira pendant la phase critique du vol d'atterrissage. C'est pas parce que la pompe est meilleure qu'on la laisse allumer, non. Cela maintient la pression du système hydraulique numéro 2 et empêche la rudder shut-off valve de se fermer. Si le système hydraulique numéro 2 perd son fluide, le rudder shut-off valve ferme puis le number 2 SPU est activé. Cela active le système hydraulique d'isolation du rudder pour maintenir le contrôle du rudder. Le SPU numéro 2 maintient la pression hydraulique dans l'actuateur du rudder. Donc, en résumé, tout est une question de pression. Le SPU numéro 2, lui, il va être dans la queue et puis il va être alimenté encore une fois avec le moteur numéro 1 électriquement. Il peut switcher de côté si jamais le courant est pas assez bon. Il va s'activer automatiquement quand on va déceler un problème de pression quand la valve va fermer. Automatiquement, pouf, il va ouvrir. Ça, c'est génial. Bon, maintenant, le Hydraulic Rudder Isolation System, dans le fond, c'est la modification 2781. Certains aéronefs ont été modifiés avec le mode 2781 en tant que remplaçant au mode 1983, donc qui est plus récent pour la protection du rudder. Le système d'isolement hydraulique du rudder fournit une puissance hydraulique à l'actionneur du gouvernail numéro 1 ou numéro 2. Lorsque les deux systèmes hydraulique ferme et qu'au moins un moteur est opérationnel. La valve ISO est engagée automatiquement chaque fois que le volume du fluide dans son réservoir est inférieur à une quantité minimale. Un commutateur de niveau de réservoir détecte le volume du réservoir lorsqu'il est inférieur au niveau minimum. Lorsque le piston du réservoir atteint un niveau trop bas, le commutateur va donner un signal à la valve d'isolation du rudder qui se ferme ensuite. La fermeture de la valve empêche le fluide hydraulique de s'écouler dans le système contenant tous les services hydrauliques utilisés par le gouvernail. Lorsqu'une valve d'isolation ferme, ça va allumer la lumière number 1 ou number 2 hydraulique ISO valve. Puis là, c'est un trouble hydraulique. La valve restera fermée pendant 1 heure de vol avant d'être désengagée. Le désengagement se produit automatiquement lorsque le réservoir est presque vide. La quantité minimale pour la fermeture de la valve dans le réservoir numéro 1 a été ajustée afin d'empêcher la possibilité de fermeture de la valve pendant le fonctionnement normal. Si la valve d'isolation numéro 2 se ferme par inadvertance, il va être nécessaire d'actionner le train d'atterrissage à l'aide du système alternatif. Donc, en résumé, le système numéro 2781 fonctionne comme un flotteur dans une toilette, puis le SPU numéro 2, lui, est dans la selle numéro 2, comme le SPU numéro 1. Bon, maintenant, parlons des limitations. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est important de bien les comprendre. On n'oublie
Oublie pas non plus que c'est certain qu'avant de partir les moteurs, ça va prendre un minimum de 1500 livres de pression sur votre cadran. Lui, dehors également, ça nous prend 1500 livres de pression. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez pomper pour monter la pression. Faut pas virer fou non plus parce qu'aussitôt qu'on commence à tourner les moteurs, n'oubliez pas que la pompe Mechanical est en avant sur l'accessory gearbox. Elle va créer de la pression assez rapidement qui va remonter votre pression à 3000 livres de pression. Mais, selon le livre de Bombardier, c'est 1500 minimum. Surtout si vous êtes dans un endroit où l'avion peut descendre. Prenez pas de chance, 1500. Bon, on est rendu avec le QRH. Bon, en commençant le QRH, faites attention parce que dans le bas des pages, c'est vraiment une section très importante à vérifier si vous avez la bonne section en réalité parce que la section 12, ça peut être pour la modification 1983 ou la modification 2781. Fait que regardez dans le bas des pages. Sinon, ça se peut que vous cherchiez comme la SPU number 2, SPU Expirer ou Isoval parce que c'est pas du tout la même modification. Habituellement, quand vous volez un dash, dans votre dash, vous l'avez, la bonne modification, ils ne mettront pas les deux. Mais dans le simulateur, étant donné qu'on peut jouer avec les systèmes, c'est important de bien les comprendre. Chez Flight Safety, la modification, c'est 1983. CAE, je pense qu'on a le choix. Ça va dépendre de ce qu'on demande. Je connais un peu moins de simulateurs chez CAE. Chaque fois que vous avez un problème avec des lumières à droite du panel de Caution Light, commencez par avoir un choc électrique pour aller voir votre cadran de quantité, parce qu'oubliez pas que si vous avez plus de sang dans votre corps, c'est terminé. Vous allez avoir soit un far pin, soit un loser, puis ça va être de comprendre que c'est un système hydraulique total que vous avez perdu d'un côté ou de l'autre. Même chose avec une panne moteur en vol. Vous êtes en train de monter, vous volez, vous avez fermé vos SPU, là, sont à normal, puis vous n'avez pas de flaps, sont à 0. Mais on parle souvent de ce fameux hockey stick. Faites attention parce que si vous êtes en vol, puis vous n'avez pas de flaps, puis les SPU à normal, puis vous perdez un moteur, vous allez avoir le hockey stick, puis vous allez avoir également ces lumières-là. Oui, c'est des lumières hydrauliques parce que vous avez perdu votre pompe mécanique, puis votre pompe électrique ne fonctionnait pas. C'est pas une double urgence, ça. Faites-vous-en pas, paniquez pas. Quand vous allez être rendu dans vos séquences d'action, dans votre QRH, votre Emergency Checklist, ils vont vous dire « Oh, ouvre ton SPU, les lumières vont s'effacer. » Puis encore là, ça va arriver quand c'est le côté numéro 1, puis 2781, mais si vous avez 1983, puis c'est le côté numéro 2, il va s'ouvrir automatiquement. Donc vous l'aurez pas, vous n'aurez pas ces lumières-là. Mais paniquez pas si vous les avez. C'est pour ça que si vous faites une remontée sur un moteur, puis vous faites vos checklists, puis vous faites votre flow d'after take-off, fermez des switches, là, vous n'avez pas votre pompe mécanique, vous fermez votre pompe électrique. Ça se peut que vous ayez ces lumières-là aussi, là, c'est pas cool. Fait que c'est pour ça qu'on dit dans une urgence, faites pas de flow. Prenez votre checklist, allez-y mollo, point par point, that's it. Donc, que ce soit le système numéro 1 ou numéro 2, vous avez des checklists en conséquence. Oubliez jamais de ne pas dépasser 200 nœuds quand vous perdez votre rodeur, ça c'est certain, c'est vraiment important parce que là on a une full pression de rodeur. Sinon, passez à travers toutes les checklists, c'est les deux côtés, c'est certain que vous allez avoir beaucoup plus d'items à faire. Pas grand chose à dire de ce côté-là, je veux pas passer tout mon temps à regarder chaque checklist une par une, ça va être trop long. Stressez pas, plus de quantité, problème, far pin loser, puis on vit avec ça, puis c'est tout. Si par contre on a de la quantité, on a perdu une pompe mécanique. Si on a perdu les deux pompes mécaniques, même affaire, far pin loser, puis c'est tout.
Et là-dessus, j'espère que vous avez apprécié la petite révision sur le système hydraulique de ce merveilleux Dash 8. C'est une merveille de technologie de 1993, puis même avant pour le Dash 100. Mais je vous dis, ça fonctionne. Recette gagnante. Des troubles hydrauliques, vous allez en avoir, c'est sûr. Faites attention dans votre walk-around. Assurez-vous d'avoir vraiment de la quantité. Parce que des fois, ça vient redondant de faire des walk-around. On est toujours en train de tourner. Moi, je vous donne un truc. Appuyez sur le gauge au même titre qu'une panne moteur. 1, 2, 3. Mon cerveau s'en souvient. J'ai de l'hydraulique. Si après je décolle puis mon gauge est à 0, je sais qu'il y en avait dans l'avion. Je suis persuadé à 100%. Un petit truc. Et là-dessus, je termine en vous disant Don't make me walk when I want to fly. Qui fait fret en matin.